Comment les animaux enchantent la sorcellerie? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Marie Weber, je suis une sorcière qui pratique le Houdou et je vous partage sur ma chaîne des trucs et astuces au sujet de la sorcellerie. Je suis fascinée de tout ce qui concerne le monde invisible, la médiumnité, etc. Donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant parce que chaque jour je te crée un nouveau contenu qui parle de ces sujets. Aussi, si tu as envie de te mettre un petit coup de pied aux fesses et que tu as envie d'aller un petit peu plus loin au sujet de la sorcellerie, la médiumnité, la magie, les éléments, etc., n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet. Tu trouveras le lien en description. J'ai eu quelques soucis ces derniers temps, mais je suis en train de tout remettre en ordre. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour de temps en temps. J'essaye de l'améliorer chaque semaine. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de nos compagnons, les animaux. Les animaux sont depuis longtemps nos compagnons dans le monde réel, mais ils ont une place encore plus importante quand il s'agit de monde invisible. Ils peuvent être nos guides, nos gardiens, quelquefois d'excellents professeurs. Par exemple, savez-vous que certains chats peuvent voir les esprits, ce qui est d'une grande aide quand on pratique la sorcellerie. Les corbeaux, quant à eux, sont souvent associés à la divination. Bon, allez, un petit peu plus sérieusement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les animaux, ils vont nous servir un petit peu, c'est un peu, si je puis dire, nos arcs-en-ciel. Pourquoi je parle d'arc-en-ciel? Parce que dans les religions, on dit que l'arc-en-ciel, c'est ce qui va relier le monde terrestre au ciel, aux dieux, etc., etc. Donc les animaux, c'est un petit peu ça. Ce sont un petit peu nos arcs-en-ciel, nos ponts entre notre monde réel et le monde invisible. On s'en sert souvent en sorcellerie pour recevoir des messages. Pour recevoir des messages, par exemple, les oiseaux, ça va représenter un contact par les ancêtres. Ça peut, dans certaines cultures, représenter ça. Après, ça dépend en fait de votre culture, de vos croyances, parce que chaque culture va avoir une interprétation différente. Les araignées, par exemple, tout ce qui est culture houdou, on dit que souvent, elles sont des protectrices. Si vous avez des araignées autour de la maison, ne les voyez pas forcément comme des bestioles qui vont, qui vont venir vous pomper l'énergie ou je ne sais pas quoi. Non, elles sont là pour protéger votre foyer. Moi, je travaille beaucoup avec les araignées, par exemple, en protection. Mais vous avez aussi les oiseaux, comme je disais, qui sont reliés aux ancêtres. On peut prendre aussi l'exemple du serpent. Souvent, le serpent, il est vu d'un mauvais œil, quelque chose de mal, de mauvais. Quand on voit un serpent quelque part, on se dit « Ah, c'est satanique ». Non, en fait, pas du tout. En fait, le serpent, il va perdre sa peau régulièrement. Je ne sais pas si c'est tous les ans, ou enfin à chaque fois qu'il grandit, en tout cas, il perd sa peau, il se renouvelle. Donc je pense que ça doit être chaque année aux périodes du printemps. J'imagine, j'aurais dû me renseigner sur tous les combien de temps il perd sa peau avant de vous faire la vidéo, mais c'est un exemple qui me vient comme ça, alors du coup voilà. Mais par exemple, donc je disais, le serpent, il va perdre sa peau parce qu'il va grandir, il va se transformer, il va muter. Mais c'est ce que représente le serpent dans énormément de cultures, ça va représenter la transformation. Donc quand on est dans le travail avec le monde invisible et qu'on voit des serpents, ben on sait qu'il va y avoir un switch au niveau des apprentissages, au niveau du travail. Il y a quelque chose qui va basculer, qui va faire qu'on ira plus loin, qu'on va avancer. Donc c'est ce que va représenter le serpent pour nous. Donc ce n'est absolument pas du tout négatif. Ça va être un petit peu comme le papillon, vous voyez, quand on passe du premier état, le cocon, le papillon qui sort enfin de son cocon, etc. C'est parce qu'il va grandir, c'est pour aller mieux en fait, c'est pour pouvoir s'envoler, c'est pour aller dans le bon sens. Mais le serpent c'est pareil, au début
il est tout petit, et puis à force, il grandit, et à chaque fois, il perd sa peau, et du coup, il se renouvelle. Donc c'est ce que représente le serpent pour nous, sorciers, sorcières. Il va vraiment être un symbole de transformation et de guérison. En fait, ça nous rappelle un petit peu que la magie, c'est aussi accepter le changement, même quand il fait peur. Le serpent va également représenter la renaissance. En fait, il nous rappelle psychologiquement qu'on peut surpasser nos cicatrices. Et ça nous montre qu'on peut se renouveler après avoir dépassé nos défis. En fait, c'est un rappel que pour croître, nous devons parfois laisser derrière nous les vieilles peaux, c'est-à-dire nos anciennes croyances, qu'il faut se débarrasser de nos peurs, de nos doutes, de nos anciennes croyances, de tout ce qui ne nous sert plus. Voilà, ça va être ça le serpent. Vous voyez, ça a un sens très large. C'est pas juste un animal qui rampe et qui fait peur et qui c'est le diable. Non, rien à voir en fait. Le serpent a un symbole extrêmement positif. On peut prendre l'exemple du loup aussi. Les loups sont c'est souvent associé à tout ce qui va être instinct et aussi ce côté liberté. Alors de quoi ça va nous parler? Eh bien, ça va nous rappeler de ne pas oublier qu'il faut qu'on soit à l'écoute de notre propre intuition et que nous devons j'arriverai à parler, et que nous ne devons pas oublier de rester connectés à cette part sauvage qui est en nous. Ça nous rappelle l'importance vraiment d'être fidèle à nous-mêmes. Ce qui est très important aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans un monde qui tente de nous domestiquer. Hein. On doit dormir tant et tant d'heures pour être bien, on doit travailler tant et tant d'heures pour gagner tant et tant d'argent, pour faire ceci, toujours les mêmes choses, les vacances, les soirées avec les amis, gna 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 gna. Tout est millimétré. Et 80% ou 90%, bon, j'espère de moins en moins, mais dans les années 90, 2000, c'était extrêmement comme ça. Tout le monde suivait le même concept. Alors on a les idées qui évoluent quand même ces dernières années, on en parle beaucoup, hein, qu'il faut un petit peu qu'on sorte de nos habitudes, là, des cases où on nous a mis, pour pouvoir retrouver l'essence même de l'humanité qui est en nous, et pour pouvoir avoir cette liberté de faire ce qu'on a envie, et pas tout le temps d'être dans des cases bien rangées, comme ce que la société voudrait de nous. Voilà, le loup, c'est ça. Le loup a plusieurs étiquettes. Il va nous parler de retrouver cette essence pure qu'on a en nous, hein, cette essence, toute cette intuition d'avoir envie de liberté, de découvrir, etc. Mais il va aussi nous parler de la famille, parce qu'il vit en clan, et que c'est important de garder notre entourage familial, s'il est bienveillant, évidemment, notre entourage proche d'amis, s'il est bienveillant, évidemment, etc. Voilà, il nous rappelle l'amour du clan. Ça peut être ça aussi le loup. Un autre exemple, je peux vous donner les chouettes. Les chouettes, elles vont être assimilées à la sagesse. En fait, elles vont nous aider vraiment, quand on les voit, ils font qu'on se positionne et qu'on réfléchisse, parce qu'elles vont nous inviter à voir au-delà des illusions. Elles vont nous inviter à regarder dans la part d'ombre qui est en nous, la part d'ombre qui est en nous, pour découvrir des vérités cachées. Vous savez, elle me fait un petit peu penser à la carte de la lune dans le tarot. Parce que la lune, on la voit jamais complètement, forcément. C'est le principe de la lune. Hein. Il y a toujours une part éclairée et une part dans l'ombre. Et donc, ça nous rappelle un peu cette idée. Quand la carte de la lune sort dans le tarot, il faut qu'on aille chercher, il y a des choses qui sont cachées, et il faut qu'on aille chercher, par exemple, dans l'histoire de nos ancêtres, ce qui se cache là derrière. Donc c'est vraiment ce que la chouette va nous rappeler. Elle va nous parler de recherche de connaissances. Ça va être vraiment un rappel psychologique pour nos recherches. Donc c'est très intéressant. Enfin, je peux vous parler d'un animal qui sort beaucoup quand on fait les thèmes des animaux totems. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah bah moi, mon animal totem, c'est le dauphin ». Bah ok, mais à part cet animal mignon qu'on voit sur les pendentifs et dans les boutiques de souvenirs, à quoi ça vous fait penser le dauphin? Pourquoi est-ce que quelqu'un voit le dauphin dans ses animaux totems, par exemple? Eh bien, sachez que le dauphin, il va être souvent invoqué en sorcellerie pour son côté, ça va être dans la guérison, le côté très curatif, bienveillant, parce que combien de fois on a entendu des histoires où les dauphins aidaient les navigateurs, etc. Ils ont un côté bienveillant envers nous, malgré tout ce qu'on leur met dans la tronche, ce que les humains, je ne parle pas de moi, mais ou vous,
personnellement, mais je veux dire tout ce que l'humanité, tout ce que les humains ont pu leur mettre dans la tronche en termes de chasse, toute la malveillance qu'on a eue, malheureusement pour eux, en termes au niveau écologique, enfin on leur en met plein la tronche, et pourtant, comme la plupart des animaux, ils sont toujours bienveillants envers nous. Et c'est sur ce côté-là qu'on va travailler avec le dauphin, la guérison et la bienveillance. Donc psychologiquement, ils vont vraiment incarner le côté joyeux de l'existence, le côté un petit peu enfant, l'enfant intérieur, la nécessité de vivre dans la joie, la gaieté, la naïveté. Et ça nous ramène à quoi? Ça nous rappelle que quand on a des problèmes de santé, eh ben, même dans un cas de guérison, même quand on a besoin de guérison, il faut pas, même pour guérir, je dirais même, il ne faut pas oublier la joie de vivre. Parce qu'on dit toujours que, alors pour avoir fréquenté beaucoup de personnes très très malades dans ma vie, euh, je n'ai jamais été malade personnellement, mais j'ai été entourée de personnes très malades toute ma vie. Et celle qui arrivait le mieux à s'en sortir, c'est celle qui avait une force intérieure et une joie et une volonté de vivre. Et cette volonté d'avoir cet amour inconditionnel que le dauphin peut nous donner. Donc voilà ce à quoi fait penser le dauphin et ce pourquoi on s'en sert quand on l'invoque en sorcellerie. Donc on peut dire vraiment que chaque animal amène tout un domaine vraiment particulier quand on veut travailler avec lui en magie. Ça va pas être simplement des aides ou des symboles. Ils sont quelque part un fil rouge, un lien avec notre humanité, ce qu'on ressent à l'intérieur. Ils vont refléter nos luttes, nos frustrations, nos aspirations les plus profondes. Et finalement, quand on travaille avec eux, on avance, on apprend sur le monde spirituel, mais on en apprend aussi pour nous-mêmes. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura intéressé, appris un ou deux petits tips au passage. Peut-être que vous voyez la chose sous le même angle que moi, et peut-être que pas du tout, parce que chaque sorcière, sorcier est différent et a une autre façon d'aborder le monde et l'environnement qu'il a autour de lui. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou à m'écrire sur Insta, ça m'intéresse toujours énormément. N'oubliez pas de vous abonner parce que chaque jour je crée une nouvelle vidéo de contenu qui parle du monde invisible, de sorcellerie, médiumnité, etc. Si tu as envie de te mettre un petit coup de pied aux fesses, je te rappelle qu'il y a mon lien juste en dessous, le lien de mon site internet pour aller y faire un petit tour. Chaque semaine il change, il évolue, j'essaye de mettre des choses, d'en ajouter un petit peu, d'ajouter du contenu toutes les semaines. Donc voilà, je te dis à demain, prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao!